Pendant ma pause déjeuner, ma manager a fait irruption dans mon bureau avec le service conformité, retournant mes tiroirs sans prévenir. Vérifiez chaque recoin, elle le cache ici, a-t-elle insisté. Il ne se doutait pas que ma webcam était encore allumée. Sur mon écran, j'ai vu le visage de ma manager devenir livide à la seconde où elle a trouvé. Dès la seconde où j'ai vu les talons de Valérie claquer dans le couloir, rapide, erratique, comme quelqu'un piquant un sprint en stiletto, j'ai su que quelque chose clochait. Elle avait ce regard, celui que les gens du monde de l'entreprise adoptent juste avant d'essayer de vous enterrer vivant avec un sourire. J'étais en train de manger une bouchée de mon reste de pad thaï, regardant les journaux de conformité des expéditions défiler sur mon deuxième écran, quand la porte s'est ouverte avec une telle violence qu'elle a fait tomber mon diplôme du mur. Valérie n'a pas frappé. Elle ne m'a même pas regardé. Elle est entrée comme si c'était une scène de crime, flanquée de deux types de la conformité que je n'avais vus que lors des audits trimestriels sur Zoom. Fouillez chaque recoin, aboya-t-elle. Elle le cache ici. J'avais encore la bouche pleine de nouilles quand le plus petit des deux a commencé à ouvrir mon classeur. J'ai essuyé mes doigts sur une serviette, je me suis levé et j'ai dit, « Excusez-moi, que cherchez-vous exactement ?» Valérie n'a même pas scié. Nous avons reçu des signalements concernant du code propriétaire, des exportations clients non autorisées, une possible faute professionnelle. Elle fit signe au grand. Commencez par les tiroirs. Cherchez des disques externes, des carnets, n'importe quoi. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un audit. C'était une exécution sommaire, pendant ma pause déjeuner qui plus est. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ma webcam tournait encore. Je l'avais installée par précaution il y a des mois, connectée directement à mon archive cloud. Juste au cas où quelque chose comme ça arriverait, et c'était en train d'arriver. Avant de continuer, si vous écoutez et n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cela nous aide à continuer de raconter ces histoires et permet à l'équipe de savoir que nous ne crions pas dans le vide. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous, et continuons parce que ce n'est que le début. Voyez-vous, ce que Valérie ignorait, ce que la plupart des gens ignoraient, c'est que je n'étais pas juste une simple analyste de risque. J'étais le système. Chaque soumission de port sous douane, chaque certification de chaîne de traçabilité intermodale, chaque dérogation de code SH, tout passait par des flux de travail que j'avais conçus et sécurisés. Je n'en parlais pas lors des réunions générales. Je ne présentais pas de diapositives. Je ne fêtais pas les faux anniversaires et ne signais pas la carte dans la salle de pause. Mais je m'assurais que cette entreprise ne reçoive jamais d'amende, ne soit jamais signalée, et ne déclenche jamais une retenue douanière. Je faisais ça depuis 9 ans, bien avant Valérie, avant son patron. Bon sang, avant même que nous ayons un département RH avec des polos assortis et des mots à la mode comme l'escalade de synergie. À l'époque où Bell avait opéré encore depuis un bâtiment moche en parpaing près de Tampes, avec une clim qui cliquetait, et 2 routeurs scotchés au plafond avec du ruban adhésif. J'ai commencé comme contractuel. Ils m'ont demandé d'aider à nettoyer un arriéré d'audit raté. Je suis resté année après année, promu par nécessité silencieuse. Pas de drame, juste des résultats. Et c'est pour ça que je l'ai laissé s'attribuer le mérite de l'audit fédéral de prédédouanement l'automne dernier. Elle avait besoin de la victoire. J'avais besoin du silence. Valérie ne connaissait rien au langage du contrôle des exportations ou au code de dédouanement supplémentaire. Elle pensait que la case FOB signifiait front of boat, devant du bateau. Mais je ne l'ai pas corrigé. J'ai juste classé la paperasse. J'ai corrigé l'interface obsolète qu'elle trouvait lourde. Je me suis assuré que chaque journal de déploiement correspondait à l'horodatage à la seconde près, parce que je savais. Je savais que les gens comme elle finissent toujours par abattre leurs cartes. Et quand ils le font, on ne crie pas, on ne discute pas, on documente. Alors, quand Valérie m'a tendu cette tasse de café tiède, 3 semaines avant le renouvellement, et a dit, nous rationalisons. Pensée automatisation, je n'ai pas bronché. Je n'en ai même pas bu une goutte. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai demandé, vous prévoyez de me remplacer? Elle a fait ce faux rire. Celui où les lèvres bougent mais les yeux restent plats. Pas si vous restez utile. Utile. Utile comme un trombone, comme une ventouse. Ce soir-là, j'ai ouvert le coffre-fort de projets privés que j'avais mis en miroir 6 mois plus tôt. Chaque autorisation commerciale, chaque identifiant de module, chaque journal de déploiement avec mon nom, mon IP et l'horodatage.
je les ai sauvegardés à nouveau sur 3 emplacements, j'ai tout étiqueté en triple exemplaire. Ensuite, j'ai ouvert mon contrat de travail. Article 14b, paragraphe 3. En cas de fouille injustifiée, d'atteinte à la vie privée ou de fausse accusation de faute professionnelle, documentée et vérifiable, Belhaven Logistique devra émettre une indemnité de départ complète, incluant toutes les actions en attente. 6 mois de salaire et le rachat de la clause de non-concurrence dans les 30 jours ouvrables. Sans contestation, sans arbitrage, contraignant. J'ai imprimé cette page, je l'ai surlignée, je l'ai mise dans une pochette inifugée avec une copie notariée de mes approbations de déploiement, et je l'ai glissée dans mon tiroir du bas, parce que je ne me bats pas dans les salles de réunion. Je construis des preuves. Et j'attends. 3 semaines avant l'audit qui a évité à toute cette entreprise de finir dans une cage de pénalité fédérale, Valérie est venue frapper avec un de ces gestes simulés qui sentent la pitié avant même de soulever le couvercle. Un café tiède, la crème tourbillonnant comme une nappe de pétrole, le genre de tasse qui dit « Nous avons déjà pris la décision, mais voici quelque chose pour occuper vos mains pendant que je souris ». Elle l'a posée sur mon bureau comme une fleur funéraire, puis s'est appuyée contre le cadre de la porte comme si l'oxygène de la pièce lui appartenait. Après cet examen, a-t-elle dit, nous rationalisons les rôles. Rationaliser. C'était le nouveau mot à la mode. Pas réduction d'effectifs, pas licenciement, juste rationaliser. Propre et stérile, comme la version sans effusion de sang d'une agression dans une ruelle. Pensée automatisation, moins de niveaux intermédiaires, ajouta-t-elle, essayant de paraître visionnaire et corporative à la fois. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas tressailli. Je l'ai juste fixé par-dessus le bord du café maudit. C'est laquelle l'a dit. La phrase qui a confirmé exactement ce que je soupçonnais déjà. Pas si vous restez utile. Utile. Mon Dieu, ce mot. Je l'avais déjà entendu dans d'autres boulots, de la part d'autres personnes qui portaient des chaussures chères et pensaient que le charisme était la même chose que la compétence. Utile n'est pas un compliment. C'est une laisse, un avertissement, un prétexte pour se débarrasser de vous. J'ai hoché la tête, peut-être une fois. Je l'ai laissée se sentir suffisante avec son script de cadre moyen qu'elle pensait avoir maîtrisé. Et dès qu'elle est sortie, j'ai appuyé sur l'interrupteur. Pas littéralement, mais presque. Je me suis connecté au coffre-fort. Pas le public où tout le monde balance des brouillons de modèles et des notes de réunion bâclées. Non, je parle du coffre-fort de projet interne. Celui que j'avais construit et gardé en miroir sur un stockage cloud privé, sous un chemin d'accès miroir dont Valérie ignorait même l'existence. Chaque autorisation de licence commerciale enregistrée, horodatée, signée numériquement. Chaque identifiant de module que j'avais déployé pour le dédouanement, tagué et haché. Chaque mise à jour du système de validation des exportations, surtout celle que j'avais faite à son insu pour réparer les correctifs que son consultant en innovation avait cassés, documentés. Chiffré et sauvegardé dans 3 backups séparés chez 2 fournisseurs cloud et sur un disque externe chiffré que je gardais hors site. Je faisais ça tranquillement depuis des mois, non pas parce que j'étais paranoïaque, mais parce que j'étais préparé. Le théâtre d'entreprise de Valérie ne me faisait pas peur. Ce qui me faisait peur, c'était de laisser quelqu'un comme elle réécrire mon héritage dans un tableur étiqueté FTE excédentaire. Alors, j'ai sorti mon contrat de travail. Ce n'était pas la version que le service juridique avait en ligne. Le mien était l'original notarié, contresigné, tamponné à l'encre fraîche par le directeur des opérations à l'époque où l'entreprise croyait encore aux gens plutôt qu'au processus. J'ai tourné la page jusqu'à la clause sur laquelle j'avais insisté 3 ans plus tôt, quand il m'avait supplié de rester après que l'incident de Fort Worth nous ait presque coûté notre statut de transporteur sous douane. Article 14b, paragraphe 3. Ça se lisait comme un évangile. En cas d'enquête injustifiée, de violation de la vie privée de l'employé ou de fausse accusation de faute professionnelle, si prouvée par des preuves documentées, Belhaven Logistique devra émettre un paiement immédiat et intégral des actions en attente. Des bonus accumulés et de la compensation de non-concurrence dans les 30 jours ouvrables. Pas d'arbitrage interne, pas d'appel au conseil, contraignant. Cette clause ne leur avait rien coûté à ajouter à l'époque. Mais maintenant c'était un pistolet chargé posé poliment dans un tiroir. J'ai surligné le paragraphe, fait 3 copies, rangé l'une dans la pochette avec mes clés de déploiement, une dans l'enveloppe de sauvegarde que je gardais chez moi, et la dernière, celle-là est allée dans une pochette plastifiée marquée s'y trouver, retournée à l'expéditeur. Je n'ai rien dit à personne.
Je n'ai pas changé de ton. Je n'ai pas changé mon emploi du temps. Je me présentais toujours à 7h45 tous les matins. Je mangeais toujours mon sandwich dans la cour. Je répondais toujours aux emails de Valérie avec la quantité exacte de faux enthousiasme que les RH appelleraient l'esprit d'équipe, mais tout était déjà en mouvement. Je remontais le ressort, car la seule chose plus dangereuse que d'être sous-estimé, c'est d'être préparé quand ça arrive. Le système de validation des exportations a été mis en ligne lundi matin à 6h03 précise, pile à l'heure. Fluide, zéro erreur. Chaque module que j'avais mis à jour en coulisses, chaque règle redatée, chaque protocole de dédouanement personnalisé, chaque pont de données entre nos systèmes et le CBP, douane, fonctionnait comme une horloge. Pas de feu d'artifice, pas de fête de lancement, juste la perfection silencieuse bourdonnant dans les tuyaux d'une entreprise qui ne réalisait pas qu'elle tournait encore sur mon code. Je n'ai pas attendu de voir qui s'attribuerait le mérite cette fois-ci. À 6h15, j'avais déjà confirmé l'intégrité du système et enregistré la preuve. Un journal de déploiement maître, signé numériquement et triplement sauvegardé. À 6h50, j'avais imprimé mon mémo de départ, 5 pages, clair, clinique, complet. Il détaillait chaque cycle de validation terminé, chaque module désormais en ligne, et un bref résumé des tâches de surveillance résiduelles, dont, franchement, je me fichais éperdument désormais. J'ai mis le mémo dans un dossier simple. Pas de logo, pas de signature fantaisiste, juste un seul post-it sur le devant, Valérie. À 7h08, je suis entré dans le bureau comme si c'était un jour comme les autres, j'ai dit bonjour à la réception, je me suis connecté, j'ai lancé mon cycle de diagnostic habituel juste pour les apparences. Puis, sans drame, sans annonce et sans appétit pour les sorties théâtrales, je suis entré dans le bureau vitré de Valérie et j'ai posé le dossier en plein centre de son clavier. Elle n'était pas encore arrivée. Bien sûr qu'elle ne l'était pas. Elle n'arrivait jamais avant 8h30, sauf s'il y avait une équipe de tournage ou un brunch exécutif au programme. J'ai regardé autour de son bureau, ses posters de motivation ridicules, ce bureau debout qu'elle n'utilisait jamais. Le mug femme cadre propulsé par le vin et la stratégie qu'elle pensait la rendre accessible. Rien de tout cela ne comptait. Le piège était déjà tendu, et elle ne le saurait même pas avant de mettre les pieds dedans, pieds nus. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon tiroir personnel, j'ai sorti la pochette ignifugée, encore scellée. À l'intérieur, mon contrat notarié, les impressions des journaux du coffre-fort, et une clé USB avec les sauvegardes finales qui pourraient survivre à un hiver nucléaire. Puis je me suis déconnecté. Pas de mail d'adieu, pas de GIF d'au revoir sur Slack, pas de gâteau gênant dans la salle de pause avec bonne chance Lisa a mal orthographié, parce que ce n'était pas un au revoir. C'était le prochain mouvement dans une guerre silencieuse qu'elle ne savait même pas avoir déclenchée. Avant de partir, j'ai glissé une dernière page dans le dossier sur son bureau, coincé entre la liste des validations terminées et la ligne de conclusion du mémo. Ce n'était pas long, juste 10 mots en gras, police Arial, imprimé au centre de la page, consultez l'article 14b. Je n'ai pas laissé de numéro de téléphone. Je n'ai pas laissé d'instruction de transfert de courrier. Je n'ai même pas pris le dernier Diet Coke du frigo du bureau. Je suis juste sorti. Valérie n'avait aucune idée que j'avais documenté silencieusement chaque faux pas, chaque dérogation non consignée, chaque petit moment où elle essayait de faire jouer une autorité qu'elle n'avait jamais gagnée. Elle ne savait rien des sauvegardes du journal de déploiement ni de la clause silencieuse qu'elle déclencherait à la seconde où elle essaierait de renifler autour de mes identifiants. Mais elle apprendrait. Et quand elle le ferait, elle ne pourrait pas argumenter, paniquer ou pivoter. Parce que je n'ai pas juste quitté l'entreprise. J'ai laissé le nœud coulant. Et elle avait déjà passé la tête dedans. C'était un mercredi. Le genre de journée sèche et lente en Arizona où l'air a un goût de coup de soleil et où la clim bourdonne plus fort que vos propres pensées. J'étais à la maison, reprenant enfin mon souffle, réchauffant quelques restes d'enchilada et regardant une émission de tribunal bas de gamme à la télé, quand mon téléphone a vibré avec une notification du flux de sécurité que j'avais oublié avoir configuré. Mouvement détecté. Caméra bureau 1. Au début, j'ai cru que c'était juste l'entretien du bâtiment ou peut-être quelqu'un de l'informatique venant récupérer mon écran, mais ensuite le flux s'est chargé. Valérie a fait irruption dans mon bureau comme si c'était une scène de crime. Et elle était le shérif, le prêtre et le bourreau tout en un. Elle n'était pas seule non plus. Derrière elle se trouvaient deux types en costume bleu marine, le genre de type qui avait l'air allergique au contact visuel direct et au bon café.
Conformité juridique, probablement quelqu'un qu'elle avait amadoué pour ce dernier petit drame désespéré. Ils n'ont pas frappé. Ils n'ont même pas fait de pause. Fouillé chaque recoin, aboya-t-elle, remontant déjà ses manches comme si elle s'apprêtait à grimper elle-même dans les conduits d'aération. Elle cache quelque chose. Code propriétaire, journaux non autorisés, n'importe quoi. Ne manquait pas un seul tiroir. Le petit avait l'air incertain. Le plus grand a sorti son téléphone, probablement pour enregistrer, parce que même les plus bêtes savent que Valérie ne commence pas une guerre sans au moins prétendre que c'est une réunion politique. Et puis ils ont commencé à mettre l'endroit sens dessus-dessous. Les classeurs ont été retournés, les dossiers tirés, les post-it photographiés. Mon foutu reçu de déjeuner d'il y a 2 semaines a eu droit à 5 secondes complètes d'examen minutieux, comme si j'avais passé en contrebande des codes de lancement nucléaire entre les lignes pour du soda light et un supplément salsa. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que la webcam que j'avais montée dans le coin arrière de mon deuxième écran, peinte en noir, silencieuse, sans clignotement, était toujours active. Toujours câblée à un compte cloud non lié à mon nom. Enregistrant toujours chaque seconde, chaque mot. Il n'avait aucune idée qu'il marchait droit dans un piège à ours juridique avec des chaussures de clown. On pouvait le voir sur le visage de Valérie. Cette confiance suffisante et nerveuse, comme si elle pensait qu'au moment où je partirais, toute l'infrastructure s'effondrerait et qu'elle serait l'héroïne qui nettoierait le gâchis. Ce sur quoi elle n'avait pas compté, c'est que le gâchis n'était pas le mien. Ils n'ont rien trouvé. Parce que bien sûr qu'ils n'ont rien trouvé. Pas de données clients, pas de clé USB pirate, pas d'impression incriminante cachée sous le clavier. J'avais déjà tout retiré. Chaque identifiant, chaque journal, chaque miette avait disparu parce que j'avais suivi le protocole. Bon sang, c'est moi qui avais écrit le protocole. Mais ça ne les a pas arrêtés. Elle a ouvert les tiroirs violemment comme un bambin cherchant des bonbons, marmonnant toute seule à propos de dissimulation et de modules non autorisés. À un moment donné, elle a brandi un vieux chargeur de téléphone comme si c'était une arme du crime. « Vous pensez qu'elle a utilisé ça pour exporter ?» demanda-t-elle au gars de la conformité, qui cligna simplement des yeux comme s'il voulait rentrer chez lui. Il pataugeait et tout était sur la bande. Quand le grand a finalement demandé « Est-ce qu'elle a autorisé cette fouille ?» On a pu voir Valérie se figer pendant une demi-seconde. Juste assez de temps pour que son cerveau réalise ce qu'elle avait fait. « Non, mais nous sommes dans une zone grise ici, bégaya-t-elle. Elle a déjà quitté l'entreprise. Cela signifie que son espace de travail est techniquement non protégé. Faux. L'article 14b se fichait de savoir si j'étais encore sur la liste de paix ou si j'avais rendu mon agrafeuse. C'était hermétique, en béton, déclenché non pas par le soupçon, mais par l'action. Une fouille injustifiée sans cause probable documentée était un motif de paiement complet. Immédiat et contraignant. Et si c'était enregistré, eh bien, c'est ce qu'on appelle une fin de carrière. Ils ne savaient pas qu'ils étaient surveillés, mais ils l'étaient. Et à la seconde où Valérie a ouvert ce tiroir du bas, ouais, celui avec la pochette inifugée, je jure devant Dieu que son âme entière a quitté son corps un instant. J'ai mis le flux en pause juste là et j'ai souri. J'étais encore pieds nus quand elle l'a trouvé, toujours debout dans ma minuscule cuisine, à moitié distraite par une tortilla brûlée sur la cuisinière quand le flux s'est allumé avec un nouveau mouvement. La caméra avait un angle assez large pour capter le visage de Valérie juste avant qu'elle ne se penche vers le tiroir du bas. Mon tiroir du bas, et qu'elle ne tire avec le genre de force que les gens utilisent quand ils pensent qu'ils sont sur le point de prouver quelque chose d'énorme, quelque chose de scandaleux. Ce qu'elle a sorti à la place, c'était la pochette inifugée, noire, lourde, étiquetée avec rien d'autre qu'un autocollant rouge qui disait le confidentiel. Je l'ai regardé marquer une pause, comme si une partie d'elle savait qu'elle était déjà trop impliquée, au mauvais endroit au mauvais moment, mais sa fierté ne la laissait pas s'arrêter. Elle l'a dézippé. Pas d'hésitation, pas de gants, pas de témoin. Ou du moins le pensait-elle. Elle a sorti le contenu comme si elle était dans une émission spéciale sur les crimes réels, comme si la pochette pouvait contenir un plan de contrebande internationale au lieu de ce qu'elle contenait réellement, mon contrat de travail notarié. Une clé USB scellée avec les journaux de déploiement complet, et un mémo signé de notre directeur technique daté de 6 mois auparavant, approuvant les sauvegardes de redondance privée pour le déploiement de validation d'urgence. Employé El Monroe. Je l'avais imprimé sur le même papier que celui utilisé par le service juridique pour les contrats des cadres. Elle le tenait comme si ça lui brûlait les doigts.
Ce n'était pas le choc, c'était la réalisation. Elle n'avait pas trouvé un piège. Elle l'avait déclenché. Le petit gars de la conformité a penché la tête comme un chien confus. « C'est quoi ça ?» Valérie n'a pas répondu. Elle a reniflé, feuilleté les pages plus vite maintenant, essayant de recadrer ce qu'elle voyait, espérant peut-être qu'un des documents serait falsifié ou manquerait d'une signature, mais ce n'était pas le cas. Tout était net, daté, indexé, contresigné là où c'était nécessaire. Je suis presque sûr que ce n'était pas là avant, a-t-elle dit, mais même son ton avait commencé à se briser. Le grand s'est approché et a posé la question qui aurait dû être posée 20 minutes plus tôt. Est-ce qu'elle a autorisé la fouille? Les yeux de Valérie ont glissé vers la porte comme si elle pouvait inverser le temps en sortant de la pièce. Elle a quitté l'entreprise. C'est un bureau de l'entreprise. Nous n'avons pas besoin d'autorisation. On pouvait presque entendre le sol se dérober sous ses pieds. Pas tout à fait vrai, marmonna le petit. Selon le libellé des clauses, surtout s'il y a un élément de vie privée ou de représailles. Et juste comme ça, j'ai vu la réalité le frapper. Il savait. Pas tout, pas encore, mais assez pour réaliser qu'il venait de participer à une violation assez flagrante du protocole de confidentialité interne. Et ce n'était pas juste le territoire des RH. C'était le droit des contrats, la conformité fédérale, de vrais enjeux. Valérie tenait toujours la page du contrat quand sa main a commencé à trembler. Le haut du document était surligné. La clause, la maudite clause, article 14b, paragraphe 3, celle que j'avais surlignée à l'encre bleue, celle qui stipulait spécifiquement que toute fouille injustifiée ou enquête pour fausse faute professionnelle menée sans le consentement de l'employé ou sans cause probable documentée entraînerait la dispersion immédiate des avoirs en action, des bonus de départ et des indemnités de licenciement. La même clause que ses petits doigts sales venaient d'activer. J'ai siroté mon café lentement, laissant le flux tourner. Valérie a marmonné quelque chose d'incohérent, a mélangé les papiers comme si elle pouvait peut-être les fourrer à nouveau dans la pochette et prétendre que tout ça ne venait pas d'arriver. Le grand a parlé à nouveau, cette fois avec moins d'incertitude. Je pense que nous avons fini ici. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste serré le dossier comme s'il pouvait la mordre et est sortie de mon bureau avec son ombre rampant derrière elle comme la culpabilité en laisse. Je me suis penché en arrière, j'ai cliqué sur télécharger la séquence et je l'ai étiqueté violation Valérière. Final. MP4. Puis j'ai ouvert un nouveau message à mon avocat. Pas besoin de drame, pas besoin de commentaires, juste 4 mots. Elle a déclenché la clause. L'email est parti exactement à 7h02 le lendemain matin. Mon avocat ne boit pas de café, ne croit pas aux émojis et n'utilise jamais de points d'exclamation, mais il croit aux documents en béton et aux horodatages numériques. Et cet email était chirurgical. Objet, avis d'activation de la clause net. 14B employé El Monroe. Pas de blabla, pas de préambule, juste 3 pièces jointes propres. Un fichier vidéo haute définition étiqueté fouille injustifiée. 12h31 bureau 21. Un PDF de mes journaux de déploiement système signé et dont le hachage correspondait à la poussée finale du module à 6h03. Un extrait scanné de mon contrat de travail, section 14B surligné en bleu ciel avec les contre-signatures du juridique et du directeur des opérations daté d'il y a 2 ans. 3 fichiers. C'est tout ce qu'il a fallu. À 8h30, le système de réponse automatique des RH avait bugué sous le bavardage interne. Je le sais parce qu'une ancienne collègue m'a envoyé un SMS, « Meuf, qu'est-ce que tu as fait ?» Les RH sont en mode panique totale. Valérie est enfermée dans une salle de conférence avec quelqu'un du juridique et Suzanne a l'air d'avoir vu un fantôme. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert le contrat original sur mon bureau et j'ai relu la clause 14B juste pour bien intégrer que ce moment n'était pas un coup de chance. C'était conçu, écrit, sécurisé. La clause ne laissait aucune place à l'interprétation. Pas de marge de manœuvre, pas de danse de relations publiques. Si un employé fait l'objet d'une enquête injustifiée ou diffamatoire, y compris un accès non autorisé à des biens personnels ou professionnels, et que la réclamation est justifiée par des preuves enregistrées, Belhaven Logistique devra immédiatement et sans délai émettre le versement intégral des actions, l'indemnité de départ et la compensation de non-concurrence de 6 mois, contraignant, non négociable, aucun arbitrage interne requis. Cette dernière phrase me faisait toujours sourire. Aucun arbitrage interne requis,
parce que c'était tout le jeu de Valérie. Elle adorait le jeu de tout faire tourner dans les limbes des RH, faisant traîner les problèmes pendant des mois jusqu'à ce que les lanceurs d'alerte abandonnent ou que l'histoire soit enterrée dans le jargon de l'entreprise et les anniversaires oubliés. Mais pas cette fois. Elle ne pouvait pas enterrer la vidéo, ne pouvait pas effacer sa voix sur la bande, ne pouvait pas expliquer le mémo signé du directeur technique enfoui dans la pochette qu'elle avait ouverte de ses mains sans une seule raison documentée. À 10h15, j'ai eu un léger ping de ma banque. Le virement n'était pas encore arrivé, mais un code de vérification en attente avait été demandé. Cela signifiait que quelqu'un avait déclenché le mécanisme. Il le faisait discrètement, à contre-cœur, mais il le faisait parce que le coût de me payer était maintenant moins élevé que le coût de ne pas le faire. Ils avaient exécuté la matrice des risques. Ils avaient calculé le risque en termes de relations publiques d'un employé de la conformité fédérale divulguant la preuve de représailles internes liées à une rupture de contrat. Et ils ont cligné des yeux. Mon avocat m'a appelé plus tard cet après-midi-là, a dit les mots que j'avais déjà devinés venir. Il ne conteste pas la réclamation. Pas de litige déposé, juste une réponse des RH demandant où envoyer les fonds. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai fixé l'espace vide sur mon mur où mon ancienne récompense d'entreprise était accrochée, et je me suis juste laissé ressentir la chose. Pas de joie, pas de fierté, quelque chose de plus froid, de plus propre, comme si j'avais posé un scalpel après la dernière incision d'une longue chirurgie précise. Pas d'applaudissements, pas de high-fives, juste une clôture. Ils ont déclenché la clause et maintenant ils devaient vivre avec. J'ai attendu 24 heures, je leur ai donné la grâce qu'ils ne méritaient pas. Pas d'exigence, pas de menace, juste un email, blindé et propre. Selon l'article 14b, ceci constitue une violation de la vie privée et une diffamation professionnelle. Veuillez confirmer les instructions de virement avant la fin de la journée. Envoyé à 8 heures une avec accusé de réception activée. J'ai regardé la petite coche devenir verte 27 minutes plus tard. Puis le silence. Pas de réponse, pas de confirmation. Pas même une lettre type de tactique dilatoire des RH. Juste un silence de mort. Le genre de silence qu'on n'entend que dans les salles de conseil quand quelqu'un prononce le mot « procès » à voix haute. Et soudain, personne ne sait où est la graffeuse. Alors j'ai attendu. Puis à 14h43, mon téléphone s'est allumé. Numéro inconnu. J'ai laissé sonner une fois, puis deux, puis j'ai répondu comme si je décrochais un appel pour le pressing. Lisa Monroe à l'appareil. Une pause, puis une voix qui avait toujours l'air d'appartenir à un séminaire immobilier en enfer. Salut, Lisa. C'est Suzanne Malistet. J'appelle des RH. Elle se présentait toujours comme si j'avais pu l'oublier, comme si elle n'était pas celle qui avait pleuré sur mon épaule lors de son divorce, puis s'était retournée et avait déduit mes congés payés pour avoir été en retard de 5 minutes le mois suivant. Nous avons examiné le matériel que vous avez envoyé, a-t-elle dit, prudente, répétant son texte, comme si elle traversait une pièce remplie de verre. Et bien que nous ne soyons pas d'accord avec toutes les caractérisations, nous reconnaissons que certains manquements procéduraux ont pu se produire. Je n'ai rien dit. Elle a continué. Nous aimerions éviter l'escalade. Peut-être pouvons-nous parvenir à une entente. J'ai failli rire. Une entente ? Maintenant, il voulait une entente. J'ai pris une inspiration, je me suis assuré que mon ton ne montait pas, ne descendait pas, restait juste plat, calme, chirurgical. Mon entente, ai-je dit, est écrite dans votre modèle de contrat standard, article 14b, la version signée par votre équipe juridique et contresignée par votre directeur des opérations. Suzanne a expiré, comme quelqu'un essayant de ne pas devenir émotif devant un peloton d'exécution. Vous êtes sûr de vouloir gérer ça comme ça, demanda-t-elle. Nous pourrions explorer des solutions alternatives qui n'impliquent pas quoi, dis-je, la coupant si net qu'elle n'a même pas tressailli. Des preuves, de la documentation, des clauses contraignantes que votre propre département a approuvées. Silence. Puis je l'ai dit, calme comme l'hiver. Je ne négocie pas, Suzanne. J'encaisse. Clic. Pas de grossièreté, pas de voix élevée, pas de menace, juste un circuit fermé. Parce que ce n'était plus une question de vengeance. C'était une question de précision. Ils avaient tiré le coup de feu. J'ai juste laissé la gravité finir le travail. 4 semaines plus tard,
je suis entré au centre de conférence déserte Mirage portant un blazer bleu marine que je ne possédais même pas un mois plus tôt, avec un badge indiquant Elle Monroe, directrice de la conformité, Navon Global. C'est drôle comme un changement de titre a transformé le silence en applaudissements. Mon téléphone vibrait de notifications LinkedIn avant même que j'aie passé le bureau d'enregistrement. Apparemment, la petite brèche de Belhaven était devenue une légende de l'industrie, mais sans mon nom attaché. Il l'avait enterré sous résolution confidentielle, mais les murmures voyagent plus vite que les mémos. Navon n'a pas posé beaucoup de questions pendant le processus d'embauche. Ils ont vu les images, vu la clause, su ce que cela signifiait d'avoir quelqu'un qui pouvait construire des systèmes, et savoir quand les défendre. Leur offre n'était pas seulement généreuse, elle était décisive. Bureau privé, accès direct aux réunions du conseil, et une prime à la signature de 6 mois juste pour s'assurer que je ne réponde pas aux appels de leurs concurrents. Mais ce panel, c'était la cerise sur le gâteau. Bienvenue au panel 2B, a dit le modérateur en tapotant le micro. Aujourd'hui, nous discutons des audits internes hostiles, des politiques de chaîne de traçabilité, et de la façon dont des flux de gouvernance obsolètes peuvent ouvrir la porte à un désastre juridique. J'ai souri sans sourire. La salle était une mer de responsables de la conformité commerciale, de liaisons douanières et d'observateurs juridiques, tous s'agitant sur ces chaises de conférence inconfortables qui couinent chaque fois que quelqu'un change de position. J'ai scanné la foule une fois avant que le panel ne commence, plus par habitude qu'autre chose. Et elle était là, deuxième rangée, côté gauche, cheveux plus raides, peut-être plus foncés. Valérie. Elle était dans le public portant un badge qui disait simplement consultante. Pas d'entreprise listée. Je n'ai pas détourné le regard. Je n'en avais pas besoin. Elle m'a vu, s'est figée juste un instant, puis a baissé les yeux sur son dossier de conférence comme s'il contenait les réponses qu'elle ne pouvait plus acheter. Le panel a démarré. Nous avons chacun fait nos intros, puis sommes passés aux études de cas. Je suis resté cool, clinique, j'ai parlé des garanties de processus, de l'attestation par des tiers, et de l'importance de séparer les hypothèses personnelles des preuves professionnelles. Puis le modérateur a lancé l'étude de cas finale. Un compte moral, l'a-t-il appelé, affichant une diapositive intitulée Incident Alpha. Pas de nom, pas d'entreprise, juste des points. Gestionnaire initie une fouille interne non autorisée. Pas de consentement préalable ni de documentation légale. L'employé possède une clause contractuelle. Déclencheur de violation passive. Clause appliquée. L'entreprise paie une pénalité à 6 chiffres en actions et indemnités. NDA déposé post-résolution. Le modérateur a souri poliment. Lisa, voudriez-vous nous expliquer ce qui a pu se passer ici? Je n'ai pas tressailli. Bien sûr, ai-je dit en me penchant en avant. Ce scénario est en fait un exemple classique de ce qui se passe lorsque la direction confond contrôle et conformité. Au moment où un gestionnaire priorise le soupçon sur la procédure, il ouvre la porte au litige, à la rupture de contrat et à l'examen public. On ne peut pas revenir en arrière. J'ai fait une pause. Laissez le silence faire son travail. Et si l'employé se trouve être l'architecte du cadre de conformité lui-même, ai-je ajouté, laissant mes yeux balayer la salle, mais sans m'attarder trop longtemps. Eh bien, dis-je, souriant légèrement. Vous obtenez exactement ce qu'ils ont mérité. Je n'avais pas besoin de la regarder directement pour savoir qu'elle n'avait pas bougé. Pas une question de sa part, pas un hochement de tête, même pas une gorgée de sa bouteille d'eau. Juste l'immobilité, le genre qu'on ne voit que lorsque quelqu'un est piégé dans un souvenir qu'il pensait que personne d'autre ne se rappelait. Mais je me souvenais du tiroir, de la pochette, du contrat qu'elle prétendait ne pas être réel. Maintenant, c'était une diapositive dans un séminaire, une note de bas de page dans le classeur d'avertissement de quelqu'un d'autre. Son histoire, ma voix, 2 mois jour pour jour. C'est le temps qu'il a fallu entre le moment où elle a ouvert ce tiroir et le moment où le dernier virement a touché mon compte. J'étais assise dans un café en face du bureau du centre-ville de Navon, café noir, sans crème, sans distraction, quand la notification a vibré. 360 000 $ compensés, vérifiés. Décomposé, cela semblait presque clinique sur le papier. 180 000 $ d'actions investies, 90 000 $ de pénalités de rupture, 36 000 $ de compensation de non-concurrence. Mais ce que cela signifiait vraiment, était quelque chose qu'aucun tableur ne pouvait expliquer.
Cet argent n'a pas seulement acheté le silence. Il a acheté la vindicte. Il a racheté chaque heure où j'ai gardé la tête basse pendant qu'elle posait pour le crédit dans des réunions que je portais à bout de bras. Chaque fois que je me suis mordu la langue pendant qu'elle massacrait des termes qu'elle ne comprenait pas, chaque sourire suffisant, chaque post-it passif-agressif. Navon m'avait donné une plateforme, une ardoise propre. Ils ne voulaient pas de potins, ils voulaient des résultats, et ils les ont eus. J'ai reconstruit leur architecture de conformité en moins d'un mois, cartographié leur vulnérabilité avant même que l'audit du premier trimestre ne commence. Ils savaient ce qu'ils avaient en moi. Ils ne l'ont jamais remis en question. Valérie, elle a disparu. Pas d'excuses, pas de mail, pas même une vue LinkedIn d'un compte bidon. Elle s'est juste effacée comme si son badge avait été désactivé à plus d'endroits qu'au bureau. Mais je n'avais pas besoin d'excuses parce que j'avais la vidéo. Ce moment figé où son visage s'est effondré sur lui-même comme une chaise pliante juste au moment où elle a réalisé que la clause était réelle. Qu'elle l'avait activée de ses propres mains. Que chaque tiroir qu'elle avait ouvert violemment était un pas de plus dans un piège que j'avais tendu 6 mois plus tôt avec 3 sauvegardes et une signature de son propre directeur technique. Cette image était ma clôture. Elle a déchiré mes tiroirs comme si je cachais quelque chose de honteux. Mais tout ce qu'elle a trouvé m'appartenait, signé, scellé, notarié. Elle pensait attraper un voleur. Au lieu de cela, elle m'a offert 6 chiffres et un siège au premier rang pour sa propre disparition professionnelle. Pas de cris, pas de gros titres, juste la gravité et le poids d'un contrat qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire.